Bonjour à tous, bienvenue dans Passe ton bac d'abord, l'émission du Figaro Live consacrée à l'éducation, l'école et la famille. Au sommaire de ce 4e numéro, le tabou de l'éducation sexuelle à l'école. Pour en parler, Marie-Estelle, bonjour. Bonjour. Deux invités autour de ce plateau. Oui, nous avons Thérèse Argot, qui est intervenante, qui fut intervenante pendant plusieurs années en éducation sexuelle et affective dans des établissements catholiques parisiens. Vous êtes l'auteur du livre « Une jeunesse sexuellement libérée ». Alors, je vous le montre aux éditions Albin Michel. Nous avons également Karine Lamoureux qui a accepté notre invitation. Vous êtes professeure de sciences de la vie et de la terre, SVT, dans l'Académie de Lille et vous êtes par ailleurs syndicaliste au SE-UNSA. C'est bien ça. Alors pour vous interroger, nous avons autour de ce plateau deux journalistes de la rédaction du Figaro. Caroline Beyer, bonjour, vous êtes en charge des questions d'éducation. Et vous allez plus particulièrement nous parler de comment ça se passe dans les établissements scolaires aujourd'hui. Voilà. Et puis Agnès Leclerc, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en charge des questions de famille et vous nous expliquerez que l'éducation sexuelle, c'est aussi une source de conflit et de polémique entre... C'est un sujet qui peut fâcher les parents. Voilà. Et puis nous rejoindra tout à l'heure pour en parler Stéphane Kovacs qui, elle, s'est intéressée à ce qui se passe à l'étranger, notamment dans les pays nordiques, et on verra que parfois les méthodes éducatives sont assez surprenantes. Voilà. N'oubliez pas que cette émission, vous pouvez participer, poser vos questions à nos deux invités sur le compte Facebook du Figaro et sur le figaro.fr. Voilà. Alors Marie-Estelle, l'éducation sexuelle au collège est arrivée dans l'actualité récemment via Emmanuel Macron de manière assez surprenante. Oui, le président Macron a choisi de faire de la lutte contre la pornographie une priorité. Une campagne de sensibilisation sera menée auprès des élèves. Vous voyez le tweet, il en a parlé très clairement, le président de la République. Une campagne de sensibilisation donc, sera menée auprès des élèves et des parents dès septembre prochain. Une opération inscrite dans le plan de lutte des violences faites aux femmes. Alors, Thérèse Argot, vous pensez que ça suffit, c'est suffisant finalement de sensibiliser un petit peu en courant d'année scolaire, en début d'année scolaire, les parents et les enfants à ce sujet, et est-ce que c'est suffisant? Alors déjà, c'est nécessaire, donc on se réjouit de cette annonce, on l'attendait depuis longtemps, nous qui sommes sur le terrain, que vraiment on puisse avoir une parole forte sur le sujet de la pornographie qui est un vrai phénomène de société, qui est nouveau aussi, avec les moyens de télécommunication modernes, qui donnent un accès à Internet qu'on n'avait pas nous à notre époque. Donc les choses ont changé, il y a une prise de conscience qui doit avoir lieu. Donc ça c'est une bonne nouvelle, ça ne suffit pas, on attend aussi d'un gouvernement qui vienne vraiment protéger les mineurs contre ces images qui ne leur sont pas destinées, et pour ça on peut mettre en place des choses très concrètes et restrictives, avec par exemple une demande de carte bleue, un numéro de carte bleue quand on va sur ces sites, ou bien une pièce d'identité, bref, tout simplement pour appliquer la loi, qui en France est très sévère à ce niveau-là. Normalement, un individu en dessous de 18 ans n'est pas censé voir ces images. Karine Lamoureux, vous trouvez que cette démarche de s'adresser aux parents, c'est une bonne idée ? La démarche est une bonne idée, mais c'est une idée qui date. Dans l'éducation nationale, ça fait plus de 10 ans que nous devons veiller à ce que nos jeunes et nos enfants ne soient pas exposés au porno. Malheureusement, il suffit de traverser une cour de récréation pour se rendre compte que les enfants, les élèves ont bien des smartphones et sont exposés au porno. Moi, la question qui m'interroge, c'est pourquoi les enfants vont-ils regarder des images pornographiques ? On leur a posé la question. Eh bien, les garçons disent qu'ils vont regarder ces images pornographiques pour savoir ce que les femmes veulent et que les filles recherchent ce qu'est la féminité. On est donc dans une société totalement stéréotypée d'un homme dominant, d'une femme soumise. Et donc pour moi, au-delà même de réduire, il le faut bien sûr, les accès à Internet, il s'agit pour nous d'émanciper nos enfants et nos jeunes. Devant ces images. Devant ces images. Il faut les écouter, il faut les accompagner, il faut vraiment mener un réel combat culturel pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes. Alors, je me tourne vers vous, Caroline Beyer. Expliquez-nous déjà quelles sont les obligations des enseignants. Qu'est-ce qui est dans la loi ? Oui, alors le cadre, c'est une circulaire de 2003 qui le fixe. Que dit-elle ? Que l'école a un rôle éducatif à jouer sur le sujet, en complément, elle le précise bien, du rôle de premier plan joué par les familles. Alors, le texte parle de grossesse précoce non désirée, de maladies sexuellement transmissibles, du sida, et elle prévoit chaque année, de l'école primaire au lycée, 3 séances d'information et d'éducation à la sexualité. Alors, ces séances, elles sont encadrées par des enseignants volontaires, mais aussi par des intervenants extérieurs qui viennent d'associations comme le planning familial. Ça, c'est pour la théorie, car aucune action n'est menée, il faut le savoir, dans un quart des établissements.
C'est ce que nous dit un rapport du Haut Conseil à l'égalité, hommes-femmes, qui pointe aussi une approche de la sexualité centrée sur la biologie, sur la reproduction. Alors, quant aux enseignants, ils sont globalement mal à l'aise avec ces questions intimes. Oui, on voit que seuls 99% en primaire disent qu'ils n'ont pas du tout été formés à l'éducation à la sexualité. C'est assez parlant. Ouais. Et 81% au collège et 84% au lycée. Alors, Karine Lamoureux, donc vous êtes professeure de SVT, mais vous avez aussi formé des enseignants à ces interventions, enfin à ce sujet. Pourquoi est-ce qu'il faut former ces enseignants et qu'est-ce qu'ils apprennent en fait dans ces formations ? Alors en effet, les enseignants, lorsqu'ils sont stagiaires, sont en formation initiale et ont quelques heures dites sur les éducations à la sexualité dans lesquelles il n'y a pas grand-chose malheureusement. Et là où c'est plus problématique, c'est que tout au long de la vie, dans notre formation continue, nous n'avons pas de formation à l'éducation à la sexualité et qui s'appelle plus exactement éducation à la vie sexuelle et affective. Oui. Parce que je crois qu'au départ, vous avez dit éducation sexuelle, or c'est bien à la sexualité, puisque nous devons prendre en globalité la sexualité, donc tous ces aspects sociaux et également affectifs. Les collègues ne sont donc pas formés, c'est le constat que l'on fait. Vous nous disiez à l'instant que c'était les enseignants et des intervenants extérieurs. On ne doit pas oublier nos infirmières, nos assistantes scolaires qui ne sont pas davantage formées, pas plus que nos chefs d'établissement. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont réticents à en parler finalement ? Qu'est-ce qui... Bien sûr, la formation, ça peut nous aider à aller au-delà, mais n'oublions pas que les enseignants sont des personnes genrées, sexuées, qui ont leurs propres convictions personnelles. On arrive à de l'intimité. Et lorsqu'on doit parler d'intimité avec nos élèves et que ça nous renvoie à notre propre intimité, ça devient très compliqué. Sur l'aspect gestion de classe, évidemment, la peur du débordement en classe, de ne pas savoir comment mener sa classe. Et par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'éducation à la vie sexuelle et affective, ça ne doit jamais être un enseignant de SVT seul dans sa classe, mais toujours en binôme, au moins avec, par exemple, une infirmière scolaire. Vous-même, comment ça se passe alors quand vous avez eu à traiter de ces questions-là et à faire des cours ? Eh bien, moi, j'enseigne en lycée et dans mon lycée, il n'y avait pas d'action liée à l'éducation à la sexualité. Mais vous faisiez comment dans vos cours ? Eh bien, moi, je faisais comme je pouvais, c'est-à-dire que dans les programmes de SVT, je pense que nous l'aborderons tout à l'heure, au lieu de faire de la biologie pure, j'avais ce que l'on appelle techniquement des entrées à la sexualité, à la santé. Il n'y avait que par ce biais-là, en redonnant des contextes. Concrètement, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que vous expliquiez la reproduction ou ça allait Je n'explique pas la reproduction. Je parle de la reproduction pour en parler. Je parle de cas pratiques, je parle de ce qui peut se passer dans des couples et à partir de là, on va aborder les supports anatomiques. Je ne parle jamais de l'anatomie, je parle de contexte et de société. Et quelles sont les questions des élèves lors de ces séances ? Les élèves sont très très distants. Il y a beaucoup de pudeur dans leurs expressions. C'est pour ça qu'on évite plutôt de poser des questions. On peut passer par du brainstorming éventuellement, mais avec un autre personnel. On peut demander des questions qui vont être fermées, anonymes et qui vont faire partir un débat. Du coup, j'ai oublié votre question. C'est-à-dire au lycée, donc à 15 ans, quelles questions on se pose par rapport à la sexualité, à la relation Il n'y a pas de vraie question. En fait, c'est dans ce qu'ils disent, ce que l'on ressent, c'est que le garçon veut savoir comment être viril et la femme veut savoir comment être à la fois désirable et respectable. C'est ce que vous avez aussi constaté, Thérèse Argot, pendant vos interventions. Exactement. Et en fait, derrière ces questions-là, je vous rejoins tout à fait, il y a des grandes questions existentielles. On est en train de se construire sa personne, devenir un homme, devenir une femme, devenir adulte. Oui. Mais juste la question, c'est vraiment qui suis-je ? Quelle est ma valeur ? Suis-je quelqu'un de bien ? C'est la question de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi. Mais comment ça se déroule ? Parce que vous sont surtout dans des établissements catholiques. Vous êtes intervenu, je crois. Est-ce qu'il y a une différence ? Non, dans l'approche entre public et catholique. Au niveau des jeunes, c'est les mêmes jeunes partout. Non, je veux dire dans la façon dont on aborde ces cours d'éducation sexuelle à l'école. Ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que dans les établissements privés, il y a une grande liberté de la part du chef d'établissement scolaire. Et donc, en faisant le même constat que vous et en voyant leurs questions, j'ai proposé depuis pas mal d'années des sessions plutôt sur plusieurs jours où on va retravailler, pas sur la question sexuelle à proprement parler, mais sur justement l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, sur la base en fait de la formation humaine qui permet après d'avoir un rapport respectueux vis-à-vis de son propre corps et du corps de l'autre et d'être dans des relations qui sont plus saines.
Et c'est vrai que c'est une réponse qui me semble assez appropriée avec les défis de la jeunesse, qui n'attendent pas seulement une information sur les questions sexuelles, mais qui aussi ont besoin d'une éducation. Et c'est là qu'on doit revoir et repenser comment rejoindre cette nouvelle génération. Voilà, quand on fait ce métier-là de l'éducation, on doit sans cesse se remettre en question. Et il me semble que là, on a un bon axe. Amandine nous dit sur le fil de Facebook, effectivement, que 3 séances, pour revenir à ce que vous nous disiez tout à l'heure, moi je n'en ai eu aucune en dehors des cours de SVT et je suis en 2e année de médecine. Voilà. Ouais, on a Daniel aussi qui considère que c'est un sujet épineux qui pourrait être mal perçu par certains élèves, parents, et on pourrait donc ajouter enseignants aussi. Et une question aussi, parce que pour reparler des établissements catholiques et publics, c'est vrai que je crois que c'est dans le rapport qui date d'il y a quelques années, qui comparait le nombre de cours d'éducation sexuelle, on en avait un petit peu moins dans les établissements catholiques. Est-ce que c'est davantage tabou dans ces établissements-là? Alors, ce qui est sûr et certain, c'est que ce sujet, vous l'avez très bien expliqué, c'est un sujet qui est tellement sensible. Et on a vu en France, il y a un clivage immense aussi avec ceux qui vont être pour ou contre l'avortement, pour ou contre le préservatif. Et on sait que ces conflits idéologiques ont des bases aussi religieuses et donc on les retrouve forcément dans les établissements. Alors, moi, ce que je trouve extrêmement dommage, c'est que ce combat idéologique s'il aboutit à un tabou, c'est très ennuyeux. Et finalement, morale de l'histoire, ces interventions ne sont pas données ou pas assez données. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je propose cette autre approche qui est moins directe sur comment mettre un préservatif ou prendre la pilule ou pas, qui est plus sur la formation humaine, plus profonde, avoir des discussions avec les enfants pour leur demander qu'est-ce que c'est par exemple le consentement, comment est-ce qu'on sait que l'autre est d'accord avec nous, des temps d'échange, de formation. Là, on n'est pas dans un conflit idéologique et alors on peut mettre des choses en place. Alors c'est vrai que ces établissements ont très peur des parents, la réaction des parents. Alors pour en revenir au tabou, justement, Caroline, vous allez nous parler d'une partie du corps justement qui a longtemps été tabou. Oui, alors en septembre, une petite révolution a eu lieu dans le monde des manuels scolaires. Alors dans ce livre de SVT édité par Magnard, le clitoris est représenté dans son intégralité. Là, on le voit dans ce schéma de l'appareil sexuel féminin, on le voit dessiné en violet. Alors, faites le test autour de vous, demandez à votre entourage qu'il le dessine et vous verrez que les gens ne connaissent pas forcément son anatomie précise. Je vous ai donc amené une reproduction du clitoris, grandeur nature. Alors ça, c'est la partie visible. Alors c'est Damien Mascret qui est donc sexologue et voilà, et au service Santé du Figaro, voilà, qui est d'ailleurs l'auteur d'un livre sur le clitoris. Qui nous a, qui a contribué à faire ça. Alors, en réalité, cet organe mesure 10 cm en moyenne. Il comporte un gland clitoridien, 2 corps caverneux et 2 bulbes qui entourent le vagin. Plus de 80% des jeunes filles de 13-14 ans ne savent pas en fait à quoi il sert. Alors d'ailleurs, à quoi sert-il, Jean-Baptiste? Je vous le demande. Voilà, attendez, je vais regarder sur Internet. Alors dès l'Antiquité, Hippocrate l'avait identifié comme l'organe sexuel de plaisir féminin avant que l'obscurantisme s'abatte un peu sur lui. Imaginez au siècle des Lumières, l'excision est pratiquée dans l'Allemagne protestante pour punir la masturbation. Pendant longtemps, on pense qu'il joue un rôle dans la reproduction, mais à la fin du 19e siècle, la médecine établit qu'il n'y a aucun lien entre plaisir et fécondation. Alors, le discrédit s'abat en quelque sorte sur le clitoris. Freud, au XXe siècle, en rajoute en faisant une différence entre l'orgasme clitoridien qui serait immature et déviant et l'orgasme vaginal. Alors aujourd'hui, on sait que le clitoris, c'est la clé du plaisir féminin. Je vous propose d'écouter les explications de la gynécologue Odile Buisson qui a réalisé en 2009 une échographie du clitoris pendant un rapport sexuel. Il n'y a pas beaucoup de recherches fondamentales en médecine sexuelle féminine. Il y en a beaucoup pour les messieurs. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même un tabou d'ordre religieux parce qu'on sait qu'une femme honnête n'a pas de plaisir. Alors c'est ce qu'elle dit, oui, une femme honnête n'a pas de plaisir. Donc parler du clitoris, c'est parler du plaisir féminin, mais c'est aussi parler de la confiscation de ce plaisir à travers l'excision. Alors Thérèse Argot, est-ce que vous pensez qu'il faut parler de ce plaisir féminin? Mais ça me semble fondamental d'en parler. J'ai interpellé pas mal d'associations qui donnent un discours sur l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, qui parlent de tout l'appareil reproducteur féminin, mais qui ne parlent pas de cet organe-là, comme s'il n'existait pas. Et on va parler du plaisir sexuel masculin, puisqu'il coïncide au moment de l'éjaculation, normalement. Donc, c'est un oubli qui était très problématique parce que on appréhende son corps féminin, on en parle avec les règles qui font mal, l'accouchement qui fait mal,
hormonale, eh bien on a une chance immense, c'est que nous avons aussi un corps qui est fait aussi pour le plaisir, et pas un petit plaisir, un immense plaisir. C'est important de le dire pour appréhender positivement son corps féminin. Karine, vous en parliez dans vos cours, du plaisir masculin, du plaisir féminin en matière de sexualité. Oui, alors moi j'en parlais pour deux raisons, tout simplement parce que c'est inscrit dans les programmes. Hein. Donc en bonne fonctionnaire, je respecte mes programmes, hein. Mais surtout parce que, encore une fois, j'ai envie que mes élèves deviennent des adultes émancipés. J'ai envie de reprendre les quelques chiffres que vous avez cités, Caroline, pour un petit peu les étayer. Donc vous l'avez dit, 9 cm, 10 cm en moyenne, 8000 terminaisons nerveuses. 3000 seulement sur la pulpe des doigts, qui pourtant est une zone qui est très sensible. C'est bien le... pour le sexe masculin, je précise. Nous avons donc gagné. C'est le seul organe qui n'a pour seule fonction que le plaisir. L'origine embryonnaire, c'est la même que le pénis. Et bien souvent dans les cours, nous sommes amenés à dire que c'est un pénis miniature. Ce qui supposerait que la femme n'est pas finie. Oui. Et on arrive encore une fois sur la société à la femme n'est pas finie, la femme est inférieure à un homme. Il faut toujours faire très attention à ce que l'on dit en cours. 100% des femmes, sauf malformation, ont un clitoris, je vous le révèle, et ceci avant même que Magnard nous le dise. Vous l'avez dit, 83% des filles ne savent pas à quoi ça sert lorsqu'elles sont en troisième. À 15 ans, un quart des filles ne savent même pas que ça existe. Je crains malheureusement que ce soit encore le cas de certaines femmes. Le dernier chiffre, c'est 20 millions de femmes dans le monde sont excisées. Est-ce que quelque chose dont vous parlez pendant vos... Oui. Est-ce que les filles en parlent? Est-ce qu'elles sont curieuses à ce sujet? Les filles sont gênées, les garçons encore plus. Donc il y a encore un tabou autour de cette question du clitoris à l'école. Le tabou, c'est le plaisir. Si je reviens aux cours de SVT, dans les cours de SVT qui s'appellent reproduction et sexualité, et pas uniquement reproduction. En biologie, on parle d'un organe parce qu'on parle de sa fonction et de sa structure. Si on parle de reproduction, on ne parlera pas du clitoris, puisqu'il n'a pas du tout de fonction de reproduction, vous l'avez rappelé, Caroline. Et lorsqu'on va être amené à parler de plaisir dans nos programmes, on va parler des composantes biologiques, à savoir le système de la récompense au niveau du cerveau. Bien. Mais encore une fois, lorsqu'on va parler de plaisir avec les élèves sont gênés, l'enseignant peut être gêné. Il faut donc impérativement que les enseignants et tous les personnels de l'éducation nationale soient formés pour écouter, recueillir la parole, répondre aux questions pour pouvoir accompagner les élèves pour qu'ils ne soient plus gênés. Thérèse, justement, vous participez à la formation de formateurs pour les écoles, justement, vous insistez sur ce point? Oui, c'est important d'insister sur ce point. Alors du coup, ça amène la question du plaisir et comment est-ce qu'on le vit. Et bien sûr que derrière, pourquoi c'est un tabou, pourquoi il a honte de la culpabilité? Parce qu'il y a question aussi de la masturbation. Et le rapport à la masturbation, on sait que les religions, elles peuvent être assez strictes, même extrêmement sévères. Quand on voit la religion catholique, elle est très 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 sévère sur cette question-là. Donc la honte de la culpabilité, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est honteux? Voilà un vrai sujet. Et là aussi, on n'est pas... C'est intéressant d'avoir une réflexion sur ces questions, une attente, voilà. On a nos internautes qui réagissent beaucoup sur ce sujet. On a quelqu'un qui nous dit, bac 2015, il s'appelle, mais personne ne donne des cours d'amour. Ça, c'est une question toujours là. L'égénisme, l'amour. Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, une autre personne. Alors justement, on va vous faire répondre. Être trop hygiéniste, trop sur les MST, c'est vrai que c'est une accusation régulière. On a aussi Salia qui nous dit personnellement, j'apprends à mes enfants tout ce que mes parents ont pu m'apprendre. Ce qui nous amène à la thématique suivante, c'est l'éducation sexuelle. Elle est taboue à l'école, effectivement, en partie. Mais les parents ont aussi parfois du mal à aborder ces questions très sensibles. Agnès Leclerc. Oui, c'est un sujet qui peut susciter beaucoup d'inquiétudes, voire du rejet de certains parents, notamment dans des milieux catholiques, musulmans, conservateurs. Les associations familiales catholiques répètent régulièrement que les parents sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. Donc ce qui est transmis à leurs enfants sur cette question intime de la sexualité touche selon eux à la liberté de conscience. Donc c'est un sujet si sensible qu'il a provoqué beaucoup de polémiques. On l'a vu récemment avec les ABCD de l'égalité. Parmi les sujets qui fâchent, donc le genre, accusé de vouloir supprimer les différences entre les filles et les garçons, la masturbation, vous l'évoquiez tout à l'heure, et l'homosexualité. Je vais vous parler de 3 livres qui illustrent ces polémiques. Alors le premier, il n'est pas récent, c'est le guide du zizi sexuel du dessinateur Zepp. Donc c'est une BD culte. Il n'est pas récent, mais c'est une sorte de référence parce qu'il a été vendu
à 3 millions, plus de 3 millions d'exemplaires. Avec le célèbre Titeuf. Avec le célèbre Titeuf. Donc il est écrit sur le ton de l'humour et il s'adresse aux 9-13 ans. Au-delà de ce succès d'édition, il y a eu 2 expositions faites à partir de ce livre en partenariat avec l'Éducation nationale. Et ces expositions ont été accusées d'être vulgaires, trop centrées sur la technique, le plaisir, et pas assez orientées sur le don réciproque, la communion entre les personnes. Thérèse Argot, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Titeuf peut être un allié des profs pour parler d'éducation sexuelle? Moi, j'aime pas l'approche. Moi, je la trouve aussi vulgaire et pas belle. Ça, c'est mon point de vue. Après, je comprends que d'autres puissent apprécier. J'ai été voir l'expo du vie sexuel. D'abord, je contribuais plus ou moins des interviews juste avant. Voir des préservatifs qui soulèvent avec du vent, je vois pas l'intérêt. J'ai pas envie de montrer ça à mes enfants qui ont 9 ans, 11 ans et 5 ans. J'ai envie de leur montrer autre chose. Par exemple, moi, je propose et j'encourage beaucoup les parents, vous emmenez vos enfants dans les musées. Vous allez voir des belles sculptures d'hommes, de femmes nus, des baisers. C'est souvent camouflé quand même. Il y a des très belles choses, des très petits, les emmener au musée. Je trouve que là, on a des œuvres d'art. Le préservatif, on ne va pas le voir sur les œuvres d'art. Non, d'accord. Donc la question de préservatif va revenir dans la question de la responsabilité et des maladies sexuellement transmissibles. Donc c'est important de donner une information. J'insiste bien sur ce point, toujours avec mes élèves. Mais par contre, pour toute l'éducation, je pense que les œuvres d'art et les musées sont des lieux fabuleux comme support pour parler d'amour et de sexualité. L'humour, c'est pas un bon biais pour rentrer dans ce thème? L'humour peut être un bon biais, mais on voit que finalement, moi, j'ai fait l'expo, on rentre, il y a de l'humour, je voyais les enfants, ils ricanaient au début et ils ricanaient à la fin aussi. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où ils s'apaisaient vraiment avec un discours beaucoup plus profond. Karine Lamoureux, vous en pensez quoi? Vous l'avez vu? Je ne suis pas fan de Titeuf, mais moi je suis pour que tous les moyens puissent être mis à disposition des parents. Savez-vous qu'à 15 ans, 60% des enfants ne parlent pas à leur mère de sexualité et 80% n'en parlent pas à leur père. Alors qu'un tiers des 11-14 ans a déjà vu un film X, parce que bien évidemment, quelles sont les premières personnes vers lesquelles vont se tourner nos enfants et nos ados? Et bien sûr vers leurs copains, leurs copines, pas les adultes. Je vous interromps juste une seconde sur la question Twitter du Figaro. Vous sentez-vous à l'aise pour parler d'éducation sexuelle à vos enfants? Eh bien, on a 56% de oui. Ça veut dire qu'on a quand même 44% de non, ce qui va tout à fait dans votre sens. Oui, alors, à contrario, c'est est-ce que les enfants ont envie de parler de sexualité avec leurs parents? Parce que les parents en parlent, bien sûr, la famille, c'est le premier pilier pour en parler. Mais nous sommes bien sur une coéducation parce que tous les enfants verront des enseignants. Et nous pouvons les aider à s'émanciper en coéducation avec les familles. Bien évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Mais les parents sont-ils prêts à le faire? Vous dire que le support, finalement, que ce soit Titeuf ou un autre, c'est pas très grave pour vous. Ce qui est important, c'est qu'on en parle. Le support va engendrer la discussion. La discussion libère la parole. Et du moment où on libère la parole, on libère les consciences, on émancipe l'enfant. Et c'est un très bon départ. Si ensuite les familles se sentent un petit peu débordées, elles peuvent aller chercher vers d'autres personnes. Ça décrispe le débat. Complètement. Alors, il y a d'autres livres qui ont fait polémique, notamment en 2013, en plein débat sur le mariage pour tous, notamment un livre qui s'appelle « Papa porte une robe ». Donc, c'est un livre pour enfants qui aborde le thème du travestissement et de l'homosexualité. C'est un ouvrage qui raconte l'histoire d'un père boxeur qui devient danseuse. Et cet ouvrage a été soupçonné d'endoctriner les enfants par des associations, notamment par des associations proches de la Manif pour tous. Il est important de rappeler que ce livre n'était pas imposé en classe. Ce n'était pas un livre qui faisait partie du programme pour les CP et CE1, s'il était possible. Il était quand même recommandé par le principal syndicat d'enseignants du premier degré pour lutter contre les stéréotypes et l'homophobie. Donc ça pose quand même la question, toutes les deux, vous allez pouvoir y répondre. Est-ce que finalement, c'est pas le thème de l'homosexualité qui crispe le plus le débat sur l'éducation à la sexualité entre les parents et l'école? Sur les enfants, sur les parents, je ne pourrais pas m'avancer parce que j'aurais peur de vous dire des bêtises. Sur les enfants, lorsqu'on aborde l'homosexualité, effectivement, surtout les garçons, ont des images, sans doute liées à la pornographie, qui les choquent. Et tant qu'on n'arrive pas à les éduquer, à s'approprier, à appréhender leur propre corps, le corps de l'autre, on va se heurter à tout ce qui est dans la société. Or, on est bien d'accord qu'actuellement, nous devons lutter contre toutes les discriminations, que
que ce soit les discriminations sexistes ou homophobes. Et là, on a un vrai problème, nous, enseignants, avec nos élèves. Est-ce que c'est au cours d'éducation à la sexualité de se charger de cette lutte contre l'homophobie? En partie, oui. L'école doit toujours être là. Toujours. Et vous, Thérèse, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, ce qui me semble très très efficace, c'est de revenir sur des fondamentaux, c'est l'éducation au respect de l'autre et à une communication dans la bienveillance, quel que soit le chemin ou le vécu de chacun. Par exemple, les outils de la communication non violente, les outils de développement personnel, ils sont très pertinents à mettre en place avec des adolescents, des enfants, adolescents. On apprend à parler en jeu, on apprend à écouter l'autre. Et bien ça, on peut le faire de manière beaucoup plus globale et on ne doit pas le faire de manière spécifique sur la question de l'homosexualité nécessairement. Sans citer Voilà. l'homosexualité ou Donc, sans aborder des ouvrages dans le cadre de la Karine classe Lamoureux, qui vous- parlent d'homosexualité? Vous n'êtes pas d'accord? Non, ça c'est le monde des bisounours. Si on dit simplement, et notre ministre l'a dit, on va parler de respect, ça suffira à faire respecter les femmes. Mais bien sûr que non. Bien sûr que non, qu'ils viennent voir nos élèves. Moi, je suis dans un lycée où il y a 60% de catégories socio-professionnelles défavorisées. Je vois des jeunes filles violées, je vois des jeunes filles victimes d'inceste, je vois des enfants qui font des tentatives de suicide parce qu'ils ont été harcelés, parce qu'ils étaient homosexuels. Ça ne suffit pas de dire respectez-vous, aimez-vous les uns les autres. Non, on donne non, j'ai pas du tout dit ça. On donne des outils très concrets. On fait comment pour respecter? Donc à un moment, par exemple, moi j'ai vu, on les met tous en cercle. Alors par exemple, un petit exercice simple d'un atelier. Chacun va dessiner l'émoticône qui représente le mieux son état émotionnel du moment. Alors chacun va faire son smiley face, vous voyez le petit bonhomme là, ça marche très bien avec les ados. Et puis on va parler en disant voilà, en ce moment je me sens comme ça. Et puis chacun va parler, on va s'écouter. Nous l'animateur, on va tous. Et puis on dit tiens, qu'est-ce que ça fait d'écouter chacun? On se rend compte qu'on a tous un vécu différent. Et hop, on a un support de la discussion. On va apprendre une chose, c'est qu'on ne peut jamais présupposer ce que l'autre pense. On ne peut jamais présupposer ce que l'autre ressent. Pour le savoir, il faut lui demander et il faut l'écouter. Et donc on met en place des ateliers comme ça concrets. On n'est pas juste dans un discours où on apprend, on éduque vraiment au respect de l'autre. C'est Mais ça c'est valable qu'il faut- pour c'est ça différentes qu'il faut choses. faire ou pas, Karine Lamoureux? Éduquer Il y au a respect, plusieurs bien choses. sûr, mais il faut vraiment rentrer sur du concret. Il faut être plus dans les détails. Mais pour bien pouvoir sûr. On peut donner des outils. On est dans une société où on fait des cases. Il y a les hétérosexuels, les homosexuels, et tant qu'à faire, le deuxième serait moins bien que les premiers. On a les bisexuels, et les transsexuels. Voilà. On a les masculins, on a les féminins. Savez-vous qu'il y a des intersexes? Un troisième sexe qui est reconnu en Allemagne. On adore faire des cases. Les cases sur lesquelles on fixe les stéréotypes sexistes, genrés de la société. Il faut sortir des cases. Nous sommes des individus. Chaque enfant est unique. Il a une histoire personnelle. Il se construit. Sa sexualité va se construire tout au long de sa vie. Elle va changer. Il faut quand même bien lui en parler de cette sexualité. Donc il faut rentrer dans le concret. D'ailleurs, pour en revenir, Laure dit aussi, Caroline, elle vous rejoint, il faut aussi parler du clitoris aux adultes. Je ne sais pas à qui veut s'adresser Laure, mais en tout cas, le message est passé. Et est-ce que vous comprenez cette crainte que le fait de parler d'homosexualité dans les cours d'éducation sexuelle puisse être perçu comme une sorte d'incitation par certains parents? Non, mais en fait, j'ai envie de rire, je suis désolée. Alors que c'est un sujet qui est très craintes qui sont sérieux. exprimées au moment de Ce de n'est ce pas débat, en parce tout qu'on cas. parle d'homosexualité que l'école va dire soyez homosexuel ou c'est à la mode et c'est mieux. Encore une fois, on n'est pas sur une sexualité mieux qu'une autre, des orientations sexuelles, puisque c'est bien de cela qu'il s'agit mieux qu'une autre. C'est dire que ça existe, que ce sont des envies pour les personnes, que c'est de la sphère du privé, c'est l'intimité et ça se respecte. Le vrai problème, et vous l'avez dit Thérèse tout à l'heure, je crois, assez rapidement, l'éducation sexuelle, ça sert à quoi au final? À connaître la contraception, à connaître les types de sexualité? Non, ça sert au consentement. Ça veut dire qu'on a un corps, on le respecte et on le fait respecter par les autres. C'est ça le but. Est-ce que, peut-être pour décrisper le débat, Thérèse Argot, la solution que préconise Emmanuel Macron de davantage impliquer les parents, ça pourrait peut-être aider à décrisper tout simplement? Je pense que c'est le contraire. Oui. Si on implique les parents, ça risque de davantage crisper. Il faut agir sur différents niveaux. Parce qu'ils arrivent aussi avec tout leur bagage et toutes leurs craintes. Moi, j'ai passé beaucoup de temps dans toute la France et dans d'autres pays à intervenir auprès des parents pour leur expliquer ce que vivent leurs jeunes, la nouvelle génération, comment les accompagner. Et ce travail auprès des parents est vraiment nécessaire. Mais on ne peut pas agir sur tout, mettre tout le monde dans le même sac. Donc c'est normal aussi de parler vraiment des enfants, nous en tant qu'éducateurs, ce qu'on peut faire. Et puis aussi faire confiance à l'école. Je veux vraiment dire aux parents de cesser de trop s'inquiéter. Les enfants savent tout à fait faire la part des choses. Moi-même, j'étais dans des établissements scolaires où on m'enseignait des choses totalement contraires à ce que mes parents m'enseignaient. Après, on fait notre petit bonhomme de chemin comme ça. Ce n'est pas parce qu'à l'école, on a un discours qui est
qui est contraire à ce qui est dit à la maison, qu'on va être déboussolé totalement. Le repère principal, c'est quand même ce qui est donné à la maison. Donc voilà, je pense qu'il faut cesser d'avoir trop de craintes. Julie, justement, rebondit sur cette relation parent-enfant. Nous, on ne parle pas de ça à nos parents. Je pense que c'est lié à la relation que l'on a avec nos parents. Peut-être que quand on est ami-ami, au lieu d'avoir une relation parent-enfant, ça complique les choses. Quand on est ami-ami. Oui. Avec ses parents. Oui, et bien du coup, il y a beaucoup de parents comme ça qui sont très amis, et c'est aussi parfois intrusif. Donc c'est difficile d'avoir le bon rapport à ses parents, avec ses enfants. Et moi, je veux d'abord dire à tous les parents, peut-être que je me parle à moi-même qui suis ma mère, d'abord, on a de la bienveillance envers nous-mêmes. C'est difficile, c'est compliqué, et on est tous imparfaits, et on va tous se planter à un moment ou à un autre. Donc ça n'existe pas l'éducation parfaite en tant que parent. Et c'est pas grave si on est mal à l'aise, et c'est pas grave si on a du mal à en parler, parce qu'on fait comme on peut comme parent. Il faut bien comprendre une chose. Eugénie, peut-être tu me dis, et si la famille ne fait pas le premier pas et n'évoque jamais le sujet? C'est vrai que c'est tout le problème. Est-ce que c'est pas le cas dans des zones... L'école est là. Quand vous dites qu'on ne doit pas investir les parents, si, moi je ne suis pas du tout d'accord avec vous. On est vraiment là pour les investir. Si ce n'est qu'il ne s'agit pas de donner aux parents la parole à transmettre à leurs enfants. Il faut, et vous l'aviez dit, c'est déculpabiliser, décrisper pour qu'il y ait un dialogue. Il n'y a pas de recette. Personne n'a les recettes magiques, ça se saurait. On est vraiment là pour informer et dialoguer avec eux. Alors les recettes magiques, on ne sait pas si dans les pays du Nord, Stéphane Kovacs, vous nous avez rejoint, vous êtes penché justement sur des méthodes un petit peu surprenantes, voire totalement, parfois un peu délirantes, qui ont cours dans les pays nordiques. Alors aujourd'hui, c'est masturbation. Bon, je vois que ça vous surprend un peu, mais c'est comme ça que pourrait commencer en Suède ou au Danemark un cours d'éducation sexuelle. En Scandinavie, on n'a pas les pudeurs de la France, on n'a même aucun tabou, on montre presque tout et on en parle avec des mots crus, le même vocabulaire qu'utilisent les adolescents. Les cours d'éducation sexuelle sont obligatoires depuis très longtemps, 1955 pour la Suède et 1970 pour le Danemark. Un peu plus tôt qu'en France, effectivement. Oui, et ils commencent dès le CP. On peut regarder ensemble un extrait d'une vidéo pédagogique. On voit les images là. Une vidéo pédagogique produite par la chaîne publique suédoise SVT qui a créé la polémique à sa sortie parce que cette vidéo qui est pour les tout petits normalement a été d'abord classée dans la catégorie adulte sur YouTube. Qu'est-ce qu'elle dit cette vidéo? Elle parle de Monsieur Pénis, c'est la danse de Monsieur Pénis et de Madame Vulve. C'est Monsieur Madame revisité en fait. Voilà. Alors, l'idée des pays nordiques, c'est d'incorporer l'éducation sexuelle à toutes les matières. En maths, par exemple, on fait des exercices avec des statistiques sur les MST, et en littérature, on peut étudier des textes romantiques, par exemple. Ce qui peut aussi se faire en France, quand même. Oui. Aucun tabou, je vous le disais. La chaîne suédoise a aussi produit ce petit clip qu'on va voir sur les règles, où on voit la danse des tampons dans un liquide rougeâtre. Et le chanteur explique aux jeunes garçons que ces jours-là, il faut être un petit peu plus sympa avec les filles. Autre exemple, en Suède, Sexe à la carte, c'est l'intitulé d'un petit dessin animé qui est utilisé dans les collèges et où on peut voir toutes les positions sexuelles, toutes les pratiques et toutes les positions sexuelles. Au Danemark, c'est toute une semaine qui est consacrée au sexe. La semaine 6, c'est-à-dire en février, un jeu de mots entre 6 et sexe. Et donc, cette semaine-là, on ne parle que de sexe dans toutes les matières. En 2015, un sexologue danois a même proposé qu'on introduise la pornographie en classe pour déclencher des débats sur les différences entre la fiction et la réalité. Et certains établissements ont repris son idée. Alors, quels sont les résultats de ces cours sans tabou? Eh bien, ils ne sont pas particulièrement probants pour la Suède. On l'a vu tout récemment après la campagne MeToo, plus de 700 actrices, plus de 4000 juristes, 8000 jeunes collégiennes et lycéennes. La campagne contre les violences faites aux femmes. Voilà. Donc 8000 collégiennes et lycéennes ont dénoncé harcèlement et violences sexuelles en Suède. Et en matière d'avortement, les taux sont plus élevés qu'en France, un peu plus de 20 pour 1000. En revanche, au Danemark, le taux de grossesse précoce et d'avortement des adolescentes ont énormément baissé ces dernières décennies et ils sont parmi les plus faibles du monde aujourd'hui. Tant et si bien que la croissance démographique est désormais en berne,
Alors depuis 2 ans, les programmes danois ont été modifiés et au lieu d'insister sur la contraception, l'objectif est désormais de donner une image positive de la grossesse. Donc que pensez-vous de cette approche? On voit que... Est-ce qu'il y a un modèle parfait alors Non, il n'y a jamais de modèle parfait. À chaque fois, il faut adapter à son public. Les petites vidéos, j'ai trouvé rigolotes. Vous aurez noté qu'il y avait la vulve et pas le clitoris. Donc, il faudra peut-être leur rappeler que le clitoris existe. Qu'il y ait une information sur le corps ne semble pas choquant, bien au contraire. Là où je mettrai un petit bémol, c'est les positions. Si on réduit la sexualité à un ensemble de positions, je pense qu'on va quand même pas très loin, c'est assez triste. Et encore une fois, les individus vont faire leurs propres expériences au fur et à mesure. Nous le disions tout à l'heure, il y a quelque chose qui n'est pas évoqué, même s'il faut faire du pratico-pratique, c'est, j'espère que c'est le cas, mais vous ne l'avez pas dit, c'est bien les sentiments et l'amour, parce que les élèves nous parlent de sexe, mais ils nous parlent aussi d'amour. Et donc la déconnexion entre les pratiques sexuelles et tous les sentiments, les émotions, la passion, le plaisir charnel bien sûr, mais tout ce qui va avec, j'espère que c'est également Et évoqué. les professeurs osent parler d'amour dans Oui. les cours? C'est toujours pareil, c'est pas l'enseignant qui est là pour donner la bonne parole. On écoute nos élèves et on répond à leurs questions. On est toujours dans l'accompagnement. Si un élève parle, pose des questions, nous sommes toujours là pour y répondre ou l'orienter vers la personne qui sera la mieux à même de l'accompagner. Thérèse Argot, vous êtes fan du modèle scandinave? Mon Dieu, absolument pas fan, totalement opposé à ce qu'on a vu. Pour moi, on se trompe totalement de sujet. Le plus important, c'est pas la question des positions sexuelles, c'est, je reviens là-dessus, c'est qui suis-je? Et quelqu'un qui arrive à être bien dans sa peau, qui arrive à donner du sens à son existence, qui sait qu'il est une personne profondément aimable et qui est capable d'être dans des bonnes relations avec l'autre, eh bien, il se comportera naturellement, j'ai envie de dire spontanément, naturellement. On ne doit pas lui expliquer quelle position il faut faire pour jouir. Quand on est bien avec quelqu'un, qu'on sait communiquer, discuter, on n'a pas besoin d'avoir des modèles déjà préétablis. C'est quelque chose qui se fait dans l'échange, dans la complicité. Donc, moi, je suis pour une éducation beaucoup plus profonde. Et pas technicienne. Les adolescents ont besoin de savoir comment. C'est pour ça qu'ils vont. C'est pour ça qu'ils vont sur Internet voir des films pornographiques. D'ailleurs. Justement, c'est pas le genre de questions un petit peu techniques qu'on vous posait lors de vos interventions. Alors, quand on demande aux adolescents, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il y a dans le même panier la moitié des questions, voire le 3/4, de questions très crues, vraiment directement tirées de ce qu'ils ont pu voir dans les images pornographiques. Madame, est-ce que c'est obligatoire la fellation, la sodomie et tout ça? Là, je suis pour les questions les plus gentilles qu'on peut dire à cette heure-ci, d'accord? Donc, il y a tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis, dans le même panier, des questions qui concernent le sentiment amoureux. Comment est-ce qu'on sait qu'on est amoureux? Est-ce qu'on peut aimer plusieurs personnes à la fois? Les deux questions arrivent. Les deux, voilà. Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'on doit déjà bien comprendre une chose, c'est que ce système qui sera basé sur un échange juste question-réponse, qui allait très bien à une certaine époque où il y avait un grand tabou sur la sexualité, il ne marche plus très bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce que leurs questions sont déjà formatées par une industrie pornographique. C'est-à-dire quand une élève de 14 ans me dit « Madame, vous pensez quoi des plans à 3 ?» C'est pas sa question à elle fondamentale dans sa vie, c'est parce qu'elle a vu des images et du coup elle se pose la question. Et donc on devrait plutôt se dire comment les rejoindre eux. Alors moi je serais plutôt plus pour une éducation dans la transmission. On connaît un petit peu les grands défis, les grands enjeux de cette époque-là de la vie. Je vous disais estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, et on propose des ateliers pour les aider à se construire. Et moi je ne suis pas pour la transmission mais pour la construction. Voilà. Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir été présente au cours de cette émission. Merci Karine Lamoureux. Merci Thérèse Argot. Je montre à nouveau votre livre, Une jeunesse sexuellement libérée, ou presque, chez Albin Michel. On vous montre aussi le livre de Damien Mascret, qui est sexologue et qui est journaliste au Figaro et qui s'est intéressé à la revanche du clitoris. Voilà, merci à tous. On se retrouve dès le mois prochain pour un nouveau numéro de Passe ton bac d'abord.